Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment transformer un texte littéraire en une enluminure complète. Notre point de départ est un émerveillement personnel. C'est un passage fascinant de Gargantua de Rabelais concernant les paroles gelées. En effet, je le connaissais depuis mes études de lettres, mais je ne l'avais jamais vraiment exploré. Et c'est au moment de le choisir pour en faire une enluminure que je l'ai vraiment compris environ 25 ans plus tard. Donc ensemble, je vous propose d'explorer les 5 étapes de l'inspiration-création, de l'interprétation du texte à sa réalisation artistique. Donc nous verrons comment concevoir ce projet, choisir des symboles, rechercher des inspirations, sélectionner les couleurs et équilibrer le texte et l'image. Mais attention, je commence par vous le lire. À la fin du tiers livre, Pantagruel, Panurge et leurs compagnons ont décidé d'embarquer sur la Talamège vers l'oracle de la dive Bouteille qu'ils atteindront dans le 5e livre. L'épisode qui concerne le chapitre 56 raconte comment, entre les paroles gelées, Pantagruel trouva des mots de gueule. En fait, donc, ils sont en bateau et il leur pleut des glaçons. Et quand ces glaçons fondent, voilà ce qui se passe. Ils ont très peur. Le pilote fit réponse. « Seigneur, de rien ne vous effrayez. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle fut au commencement de l'hiver dernier une grosse et félonne bataille entre les Arismapiens et les Néphalibates. Alors gelèrent en l'air les paroles et les cris des hommes et femmes, les chaplis des masses, les hurtis des harnais, des bardes, les hennissements des chevaux et tout autre effroi de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, advienne la sérénité et la tempérance du bon temps. Elles fondent, et c'est là qu'on les entend. « Tenez, tenez, dit Pantagruel, voyez ici certaines qui ne sont pas dégelées. » Alors, il nous jeta sur le tillac de pleines mains de paroles gelées, qui semblaient des dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots d'or, lesquels étaient quelque peu chauffés entre nos mains, et ils fondaient comme neige, et nous pouvions les entendre réellement. Mais nous ne les entendions pas vraiment, car c'était une sorte de langage barbare. Excepté un assez grossier, lequel ayant frère, en l'ayant chauffé entre ses mains, fit un tel son que les châtaignes jetées en la braise, sans être entamées, comme des châtaignes qui font des pop-corn et qui nous faisaient tressaillir de peur. C'était, dit frère Yann, un coup de faucon en son temps. Alors bon, je ne sais pas vraiment ce qu'est un coup de faucon, mais en tout cas, c'est comme un coup de canon dans mon esprit pour cette parole gelée qui éclate comme une châtaigne sur le feu sans qu'on l'ait entamée, donc qui va éclater comme un pop-corn. Pour les autres, on a tous ces mots qui sont fondus, les mots d'azur, de sable, d'or, de gueule, de sinople, et tous ces termes se rapportent à l'héraldique en fait, puisque
azur, c'est bleu, gueule, c'est rouge, sinople, c'est vert, sable, c'est noir, et or, c'est d'or. Donc, j'ai choisi ce texte. Je ne sais pas pourquoi ce texte m'a beaucoup plu, alors que sans connaître le blason, eh bien, pendant longtemps, j'ai cru que les mots étaient des mots de, en fait, des bons mots, ou que Rabelais s'était juste amusé à donner des choses en rapport avec ces mots, des choses qui lui venaient à l'esprit et qui n'avaient aucun rapport avec la guerre. Alors, vous l'avez peut-être saisi à la lecture, il s'agit bien d'un texte qui met en cause la guerre. C'est sans doute ce qui me l'a fait choisir. Les événements internationaux étaient très forts à ce moment-là. Et j'ai voulu donc représenter Gargantua en rouge et jaune, Panurge en moine avec une tonsure, et puis le pilote du bateau, le guide, dans un petit navire entouré de gouttes tombant du ciel et qui sont en réalité ces paroles gelées. Donc les couleurs sont les couleurs de l'héraldique, le bleu pour l'azur, le noir pour le sable, le rouge pour le gueule, le vert pour le sinople. Et j'ai symbolisé de cette manière ce récit. Donc vous pourriez tout à fait imaginer autre chose si c'était vous. Et puis la mer déchaînée, effectivement. Alors ensuite, l'histoire nous amenait à penser ces grands thèmes du pouvoir, de la violence, de l'affrontement. Et j'ai choisi des symboles forts, donc la couronne, l'image de la royauté que j'ai représentée donc par une tête couronnée sortant des nuages, et puis la violence, la discorde, la guerre, que j'ai donc personnifiée sous forme allégorique en proposant une Amazone. Donc, ces éléments de texte ne sont pas des personnages à proprement parler dans l'histoire, ils sont plutôt liés à l'interprétation que j'en fais, puisqu'il n'y a pas eu d'identification particulière dans le texte initial, mais ça m'a permis de développer personnellement l'image que j'en avais sur les causes et les conséquences de la guerre peut-être, et le contexte qui est lié. Donc pour vous, lorsque vous travaillez sur vos enluminures, il est possible d'ajouter des éléments visuels qui capturent en quelque sorte l'essence du texte et donner des détails supplémentaires qui viennent enrichir la narration de façon universelle. Alors, représenter des concepts ou des allégories ou des personnages supplémentaires suppose des recherches, une documentation particulière. Donc, j'ai voulu me placer plutôt dans l'esthétique du XVe siècle pour réaliser ce travail. Et je suis allée dans les représentations des 9 preuses. En fait, vous voyez ici Pentésilas qui est représenté sur son cheval et que j'ai vraiment, sinon recopié, mais détourné à mon avantage. Il est vrai que dans la création, en l'occurrence, c'est une démarche extrêmement consciente et assumée d'avoir repris de manière très proche un dessin, une enluminure existante, mais il faut penser tout de même que l'ensemble des observations que l'on peut faire d'œuvres artistiques vont venir nourrir plus ou moins, vont s'imprimer en nous de telle sorte que lors de création, elles reviennent par la grande porte, par la fenêtre ou par la cheminée peut-être. Et puis j'ai voulu mettre aussi en petit la couverture de Duchesse, un livre qui s'intéresse à la représentation féminine particulièrement, où on peut voir les beaux costumes et
qui m'a fait très plaisir à consulter. J'ai aussi consulté d'autres ouvrages qui montraient comment le ciel peut s'animer soit par une tête qui ressort, soit par un personnage qui est vraiment assis dans les nuages ou assis dans un des cercles célestes. Voire, je ne sais pas si vous le distinguez exactement, mais je vous le remontrerai, le chérubin qui va prendre la neige d'un côté et reverser ses paroles gelées de l'autre côté. Alors, la recherche préparatoire à la réalisation d'une enluminure inclut également la palette, qui joue un rôle essentiel dans l'esthétique. Ici, comme j'étais en gothique, je me suis référée plutôt à une palette gothique, donc concernant la période allant du XIIIe au XVe siècle. On y retrouve l'orsay et le pholium, la garance, le lapis lazuli, l'indigo, l'azurite, le vert de gris. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup travailler. On a aussi le vert malachite, le jaune de plomb, le jaune citron, le bois de Brésil, qui sont des couleurs plus modernes dans un certain sens. Personnellement, j'aime beaucoup les couleurs franches, donc je vais avoir tendance à travailler avec une palette relativement réduite. Et je n'hésiterai pas à faire des transparences. En tout cas, dans ce dessin, dans ce projet, j'ai surtout voulu opposer ou associer le rouge et le bleu, qui est mon couple, mon binôme gagnant du côté couleur. Bien sûr, on n'oublie pas l'or. En l'occurrence, il était posé à la feuille ou au pinceau en réau d'or, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Alors, pour terminer ce projet et rester dans l'esthétique médiévale, je suis allée observer des mises en page tout à fait typiques du XVe siècle, où on voit à la fois l'association de la miniature sur une demi-page, et puis une demi-folio, si je veux être plus précise, et puis le texte, une lettrine ornée qui est directement rattaché au cadre de la miniature, et puis un texte en rubrique, c'est-à-dire un texte rouge qui va rappeler le titre. Et ici, il rappelle le haut du chapitre, comment entre les paroles gelées, Pantagruel trouva des mots de gueule, donc des mots rouges. C'est le chapitre 56, comme je vous le disais. Et les fameuses feuilles d'acanthe qui viennent faire des volutes, feuilles d'acanthe qui sont également l'occasion de donner une symbolique, puisque là j'ai voulu représenter à la fois la vigne, le figuier et l'olivier, mais pour la symbolique en botanique, nous nous donnerons un prochain rendez-vous. Pour conclure, ce voyage à travers les paroles gelées de Rabelais nous rappelle la richesse intemporelle de cet auteur emblématique. Connu pour son humour et son insolence, Rabelais sait nous emmener avec ses fantaisies dans une réflexion profonde sur l'homme libre, autonome et responsable. Cette scène en mer où les paroles gelées éclate en gouttes héraldiques a une résonance particulière pour moi avec notre paysage médiatique. Elle résonne avec notre époque, elle évoque les dangers du pouvoir et donne au passé une certaine importance comme point d'ancrage. J'espère que cette exploration vous aura inspiré, non seulement à retourner voir Gargantua, peut-être, mais aussi à intégrer une dimension supplémentaire dans vos créations artistiques. Comme le montre cette œuvre, la fantaisie, la légèreté, le rire
sont de formidables messagers, guérisseurs et qui sont des traits d'union entre nous, capables de traverser les âges et les épreuves. Alors à votre tour, laissez-vous guider par l'imaginaire, par votre fantaisie et donnez vie à des créations qui résonnent pour nous. Vive la calligraphie et vive l'enluminure et à très bientôt. Prenez soin de vous.